Bonjour. Alors, troisième chapitre, principe de conservation de l'énergie, principe de conservation de la quantité de mouvement. Il s'agit d'une autre approche pour résoudre les problèmes qui ne dépendent que de la situation initiale, la situation finale et évidemment ce qui s'est passé entre les deux, s'il y a des pertes d'énergie qui ont eu lieu parce que des forces ont effectué un travail non nul. Donc, ça permet de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas pu résoudre avec l'approche cinématique dynamique. Par exemple, si l'accélération n'est pas constante, on ne peut pas appliquer nos équations du MUA. Dans certaines situations, ça va être la seule façon de résoudre le problème. Pour d'autres situations, les deux approches sont possibles, puis il y en a souvent une qui est plus simple que l'autre. Donc, il faut bien maîtriser les deux. Alors, par exemple, ici dans la petite image qu'on a avec 3 plans de manège, ben les connaissances de la conservation de l'énergie nous font comprendre que finalement, il y a des situations physiques qui sont juste impossibles. Par exemple, si la hauteur initiale après la phase de traction là, est plus petite qu'une hauteur subséquente, ben il est clair que le manège se rendra pas là. Pourquoi? Parce que l'énergie peut pas apparaître magiquement. Donc, on va tout regarder ça en détail, mais probablement que vous avez déjà un petit peu cette intuition-là. Donc, petit test de lecture, vous pouvez faire pause, aller regarder un petit peu l'aperçu de la section, essayer de le faire par vous-même. C'est toujours plus rentable. Alors, les réponses. Quelle est l'unité du système international pour le travail? Eh bien, c'est les joules, donc la même unité que l'énergie, hein, ce qui nous donne un indice que le travail, en quelque sorte, c'est une quantité d'énergie. Le symbole du travail, c'est W majuscule pour work en anglais. Pour calculer le travail effectué par une force, on doit considérer uniquement la composante de la force qui est parallèle au déplacement de l'objet. Donc, la composante qui est perpendiculaire au déplacement ne va ni ajouter ni enlever d'énergie au système. Ça va ajouter seulement une contrainte au mouvement, mais sans augmenter ou diminuer la vitesse. Donc, cette composante-là ne fera pas de travail au sens physique du terme. Pour calculer le travail, il faut seulement considérer la composante parallèle au déplacement de la force. En quelques mots simples, qu'est-ce que le travail, dans le contexte de la physique, évidemment? Alors, c'est l'énergie qui est transférée à un système quand une force agit sur ce système. Donc, c'est l'énergie donnée par une force finalement. Un travail positif fait par une force sur un objet va lui donner de l'énergie. Un travail négatif fait par une force sur un objet va lui enlever de l'énergie. On va y revenir, évidemment. Alors, quelques petites questions de réchauffement, voir si vos connaissances préalables sont correctes pour bien suivre ce cours. L'unité physique, joule, est équivalente à quoi? Donc, si 1 joule, c'est 1 newton fois 1 mètre, eh bien, on avait déjà vu que le newton, c'était 1 kilogramme mètre par seconde carrée. Si vous en souvenez plus, rappelez-vous de F égale ma, donc c'est une force fois une accélération. Et donc, si on multiplie ça par des mètres, eh bien, on obtient des kilogrammes multipliés par des mètres carrés divisé par des secondes au carré. Donc, c'est D qui est la bonne réponse ici. Lorsqu'on effectue un travail sur un objet, son énergie cinétique finale est égale. À chaque fois, vous pouvez faire pause puis l'essayer par vous-même. C'est toujours plus payant, je le répète. Mais donc, la réponse, son énergie cinétique finale va être égale à la somme du travail et de l'énergie cinétique initiale. Donc, le système a une certaine énergie cinétique initiale, le travail lui en ajoute de l'énergie et l'énergie finale, c'est la somme de ce qu'il y avait déjà, plus ce qu'on lui a donné pendant le travail. Donc, la bonne réponse ici, c'est B. Donc, la définition en mots, comme on disait tout à l'heure, c'est le transfert d'énergie causé par une force qui agit sur un objet en mouvement. Lorsque la force est parallèle au déplacement, le travail correspond au produit de la force et du déplacement, donc en module. Sinon, la définition mathématique du travail, ça va être Fs
cos θ. Comment c'est compatible avec ce qu'il y a juste en haut? Ben, c'est que si on a une force qui n'est pas parallèle au déplacement, sa composante qui est parallèle, ça va être celle-là ici, ça va être F cos de θ, si on prend l'angle entre la force et le déplacement. Donc, c'est très important de comprendre que l'angle qui est là ici, c'est l'angle entre la force en question et le déplacement, en regardant bien les directions des flèches. Et à ce moment-là, ben, si la force, finalement, est dans le même sens que le déplacement, dans le sens que l'angle est plus petit que 90, comme le cosinus va être positif, ça va donner un travail positif, alors que si l'angle est plus grand que 90, donc la force travaille à l'encontre du déplacement, si on veut, mais là, ça va donner un angle plus grand que 90, ça va donner un cosinus négatif, et le travail va être négatif. Donc ça ici, ce sont des modules. Hein? Donc, ce sont deux quantités positives. On met juste la quantité, le chiffre en valeur absolue du déplacement, la longueur du déplacement et la grandeur de la force, finalement. Et c'est le cosinus de θ qui va donner le signe automatiquement. Puis on voit que ça revient au même avec si on avait dit, ben je prends la composante de la force qui est parallèle au déplacement, multipliée par le déplacement. Ça va? Remarquez qu'ici, on a fait la projection de la force sur le déplacement. Ça reviendrait exactement au même de prendre la projection du déplacement. Donc, par exemple, ici, si j'ai mon déplacement S, si je fais la projection du déplacement sur l'axe de la force, finalement, donc ça reviendrait à avoir S cos θ qui serait multiplié par F au complet, ça ferait encore Fs cos θ. Donc, dans les deux cas, finalement, c'est toujours cette équation-là qui s'applique. Donc, on peut le voir comme la force parallèle au déplacement fois le déplacement au complet, ou bien la force au complet fois le déplacement qui est parallèle à la force. Ça revient au même. Et puis, ça, en fait, c'est l'expression du produit scalaire que vous allez voir un petit peu plus tard en mathématiques. Je vous le donne quand même, là. Donc, c'est une des deux manières de multiplier des vecteurs, mais qui produit un scalaire comme résultat. Il existe aussi le produit vectoriel qui donne un vecteur comme résultat. C'est une multiplication qui est différente. Et le produit scalaire, finalement, il y a deux façons de l'exprimer. La forme polaire, donc qui est justement celle qu'on utilise ici, Fs cos θ, ou la forme cartésienne, où on va finalement multiplier ensemble les composantes qui sont selon le même axe. Donc, Fs fois le déplacement Fx fois le déplacement en x, plus Fy fois le déplacement en y, plus Fz fois le déplacement en z si on était en 3 dimensions. Donc, on voit que si on se déplace seulement selon l'axe des x, ben, il y aura seulement la composante en x. Ce terme-là n'apparaîtra pas. Si on se déplace seulement en y, il y aura seulement la composante en y. Ce terme-là n'apparaîtra pas. Donc, dans tous les cas, il y a toujours moyen de prendre l'axe dans la direction du mouvement et on prend seulement la force qui est dans cette direction-là. Petit exemple ici, donc Béatrice tire sur le bloc de la situation 1 avec une force de module 4 newtons, faisant un angle de 60 degrés avec l'horizontale. Entre l'instant initial et l'instant final, le bloc se déplace encore une fois de 8 mètres. On veut déterminer le travail effectué par la force sur le bloc. On dit encore une fois parce que ça référait à la situation 1, là. Mais donc, on veut déterminer le travail effectué par F sur le bloc. Donc, on regarde seulement la composante horizontale pour le travail. Par contre, ça pourrait être quand même utile de regarder ce qui se passe dans la composante verticale, par exemple, si on a besoin de la force normale pour calculer un frottement ou quoi que ce soit d'autre. Donc, attention, c'est pas parce qu'on est dans le module sur l'énergie que vous avez plus à faire de dynamique. Vous allez avoir des fois une petite partie dynamique à faire, là. Donc ici, par exemple, ça permet de voir que comme la force F aide la normale, si on veut, à maintenir le bloc, à ne pas s'enfoncer dans la surface, mais ça va réduire la normale par rapport à si il n'y avait pas d'autres forces qui s'appliquaient, s'il y avait seulement le poids. Donc, ici, pour calculer le travail, ben là, on prend la force, le module de la force, donc au complet, 4,
disons, multiplié par le déplacement 8, divisé par cos de 60. Puis on se rend compte que ça revient exactement au même si on prend la composante parallèle de la force qui va être 2 newtons, donc qui est déjà finalement 4 fois cos de 60, et qu'on multiplie par le déplacement au complet. Donc ici, ça donne 0.5, là. Donc ça va donner la même chose, 16, peu importe l'approche qu'on utilise. On peut démontrer que le théorème du travail énergie cinétique, finalement, revient au même, en fond, est consistant avec ce qu'on a fait comme approche dans les chapitres 1 et 2, dans le cas où l'accélération est constante. Donc, dans le cas où la force résultante est constante. Fait que si on analyse la situation 2, où justement c'est le cas, c'est des forces constantes, par l'approche qu'on avait dans les 2 premiers chapitres. Donc, avec la deuxième loi, on va voir que l'accélération en x va être déterminée par la force résultante en x, qui est F cos θ, divisé par la masse. OK? Donc ça va être notre accélération. Et ensuite, pour relier ça à la vitesse du bloc, ben on utilise une équation du MUA. Ici, on va utiliser V carré est égal à V0 carré plus 2A delta x. Mais notre accélération, on la remplace par ce qu'elle vaut, F cos θ divisé par la masse. Maintenant, x moins x0, ben c'est rien d'autre que le déplacement ici parce que tout notre déplacement est dans la direction des x. Donc, je peux remplacer ça par s si je le désire. Et là, je reconnais mon fs cos θ qui est rien d'autre que le travail. Donc, si j'essaie d'isoler ça d'un côté et de voir qu'est-ce qui apparaît de l'autre côté, ben je vais avoir à multiplier par m partout, diviser par 2 partout, et je me retrouve avec, à gauche, une soustraction de 2 termes identiques à l'exception qu'il y en a un qui est pour la situation finale puis un pour la situation initiale. Donc, ça va faire 1 demi mvf carré moins 1 demi mvi carré qui est égal à ce que j'ai défini comme étant le travail. Alors, on appelle ce terme-là finalement 1 demi mv carré l'énergie cinétique. Il est défini de cette manière-là parce qu'on constate que c'est ça qui change quand la force fait un travail qui est équivalent à une force multipliée par un déplacement finalement. Donc, la variation, l'augmentation d'énergie cinétique est égale au travail total qui a été fait par les forces externes sur le bloc pendant le déplacement. Donc, on a maintenant notre définition de l'énergie cinétique que vous avez sûrement déjà rencontrée à l'avance, là, au secondaire, mais maintenant, on l'a officiellement dans notre cours, on va pouvoir s'en servir. Et donc, c'est l'énergie qui est associée au mouvement. Fait que dès que votre système va avoir une vitesse, il va posséder une certaine énergie cinétique et celle-ci va varier dépendamment de qu'est-ce que les forces extérieures sur le système vont ajouter ou enlever comme énergie cinétique. Donc, notre théorème de l'énergie cinétique, c'est celui-ci. Si on met tout ça ensemble, là, donc l'énergie cinétique finale est égale à l'énergie cinétique initiale plus le travail total. On vient démontrer que c'était cohérent avec ce qu'on a fait dans les 2 premiers chapitres. Attention, ici, c'est le travail total effectué par toutes les forces, incluant ce qu'on va voir plus tard comme étant les forces conservatives, donc qu'on ne traitera pas en termes de concept de travail, mais plutôt de concept d'énergie potentielle. Donc, c'est comme si ça, c'était un peu notre version bêta de notre conservation d'énergie. On ne l'utilisera pas longtemps. Attachez-vous pas trop. Non, mais faites attention de bien faire la distinction. Plus tard, on va voir dans une équation que c'est le travail non conservatif qui nous intéresse. Ici, c'est vraiment tous les travaux faits par toutes les forces qui s'appliquent sur le système. Ça va. Dernière petite chose, et ensuite, il nous restera à aller faire un exemple plus complet. Le signe du travail, j'en ai parlé tout à l'heure, mais donc, lorsque l'angle est plus petit que 90, cosinus est positif, le travail est positif. Lorsque l'angle est plus grand que 90, le cosinus est négatif, le travail est négatif, parce que dans l'équation, là, Fs, ce sont des modules, c'est toujours positif. Et qu'est-ce qui arrive si la force est perpendiculaire? Eh bien, elle ne fait aucun travail sur le système. Ce qui veut pas dire qu'elle n'a pas son importance. Ça va changer quelque chose dans la
trajectoire. En fait, ça va offrir une contrainte au système. Donc, par exemple, si j'ai un bloc sur le plan incliné, la force normale ne fait pas de travail. C'est pas elle qui va diminuer ou augmenter l'énergie du système, mais elle fait une contrainte qui fait que le bloc peut pas s'enfoncer dans le plan et donc qui est contraint de se déplacer selon une certaine direction. Mais elle ne fait pas de travail mécanique. Donc, voilà pour les signes. Et on fera des petits vox pop là-dessus quand on se verra en séance synchrone. Donc, prochaine vidéo, exemple complet là-dessus. Si le cœur vous en dit, vous pouvez l'essayer par vous-même et ensuite vous vérifiez avec la prochaine capsule.